Jean-François Clairvoy fait partie d'un club très fermé, celui des astronautes. En 1994, lors de son premier vol à seulement 35 ans, il est le 5e Français à avoir été dans l'espace. Il y retourne à 2 reprises dans les années 90. Voir les étoiles, voir la Terre depuis l'espace, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on en ramène, qu'est-ce qu'on comprend différemment de notre réalité et de notre nature quand on voit les choses d'en haut. Et qu'est-ce que l'exploration spatiale peut encore nous apporter? On parle ensemble dans cet épisode de l'émotion de l'Overview Effect, de la beauté du monde, de la fragilité de la vie, d'exploration, d'océans et des humains. Bonne écoute. La Terre est belle, elle est finie, elle est isolée, elle est unique. Il n'y a rien d'autre qui lui ressemble et il n'y a rien d'autre qu'on peut imaginer d'aussi beau. Le destin de l'humanité, c'est de devenir plus sage. On devient plus sage quand on est plus connaissant. Et on est plus connaissant et savant quand on explore. Bonjour Jean-François Clairvoy. Bonjour Julien. Alors, je ne sais pas trop comment vous présenter en fait dans votre CV chargé. Vous êtes, je vais essayer quand même. Vous êtes ingénieur de formation, donc Polytechnique Super-Héros entre autres, c'est ça. Vous avez écrit plusieurs livres, membre de plusieurs académies de prestige. Vous avez présidé de différentes institutions et puis accessoirement, vous êtes astronaute ou spationaute. Je ne sais pas comment. On peut utiliser tous les termes. On va aller sur astronaute qui est le plus commun, et puisque vous avez été 3 fois dans l'espace dans les années 90 pour lancer un satellite, visiter la station russe Mir et réparer le fameux télescope Hubble. Et vous êtes père de 2 enfants. C'est en gros, qu'est-ce que j'oublie d'important en fait dans ce portrait très très rapide qu'il faudrait savoir pour poser un peu le décor? Je pense qu'on peut juste rajouter que j'ai lancé en Europe, il y a 30 ans, la première activité dite de vol parabolique. Ce sont des vols en avion qui permettent de recréer, non pas simuler, mais recréer la vraie apesanteur, la même que dans l'espace, ou même recréer le champ gravitationnel identique à celui qui règne sur la Lune ou sur Mars. Et on appelle ça, j'ai baptisé l'avion 0G. C'est un mot qu'on a protégé en Europe, mais les Américains l'ont copié. Maintenant, on parle des vols 0G, ça n'existe pas avant, cette expression. Et donc, je m'occupe de la société Novespace qui gère l'avion R0G pour le compte de chercheurs qui font de la recherche scientifique, la même que dans la station spatiale, mais qui ont besoin que de périodes courtes. Et on organise quelques vols par an pour le public. Donc ça, c'est la moitié de mon activité aujourd'hui depuis que j'ai quitté le corps des astronautes actifs l'année dernière. D'accord, donc c'est vous qui avez inventé l'activité en quelque sorte? Voilà, c'est ça. D'accord. C'est pas tous les jours que j'ai en face de moi quelqu'un qui a vu la Terre depuis l'espace, donc j'en profite pour poser une question qui nous préoccupe énormément ces temps-ci. Est-ce que la Terre est ronde? Alors la Terre est bien ronde. Et d'ailleurs, comme disait un collègue, un bon ami astronaute, Scott Kelly, qui a son dernier vol, c'était presque 1 an dans l'espace, qui me disait, si la Terre était plate, je serais le premier à ouvrir des agences de voyage pour organiser des expéditions au bord, pour aller voir le bord. Ouais. Mais elle est bien ronde, oui. Et elle est bien finie. Elle est bien finie, oui. On va, je pense, parler de ce sujet-là. Donc, dans ce podcast, on parle essentiellement de l'avenir du monde et des grands enjeux de notre époque. Et comme vous avez vu ça de tout là-haut, on va pouvoir voir aussi aborder ces sujets-là avec pas mal de hauteur de vue. Donc, j'ai notamment reçu précédemment dans notre épisode Jean-Pierre Gou, qui nous a fait découvrir l'Overview Effect et le vecteur de prise de conscience de la fragilité de la planète que ça pouvait être. Je voudrais peut-être commencer par là, la vraie question d'intro, par l'émotion qu'on ressent quand on voit la Terre depuis l'espace. Est-ce que vous avez ressenti cet Overview Effect et ce choc émotionnel? Oui, je me souviens de mon premier vol dans l'espace, mais les autres vols c'est pareil, mais la première fois, donc c'est 20 minutes après le décollage depuis la Floride, on survole l'Europe, la France est encore éclairée par le soleil, l'Allemagne est dans la nuit et couverte sur plusieurs centaines de kilomètres à la ronde d'orage. Donc on voit des masses de nuages éclairés de l'intérieur par soubresauts lumineux. Donc ce sont les éclairs qui sont en dessous. Et là la Terre est puissante. La Terre nous survivra. La première impression n'est pas du tout une impression de fragilité. C'est une impression que la Terre a sa propre vie climatique. 3 jours après le décollage, on assiste à l'éruption du volcan Sakurajima au Japon, qui a des éruptions régulières. La Terre a sa propre vie tectonique, volcanique. Un peu plus tard, on survole le Canada, on voit ce gros cercle qui est le reste d'un impact d'astéroïdes géants d'il y a des millions d'années. Donc la Terre a sa vie cosmique,
C'est un être géologique qui voyage dans l'espace et qui parfois subit des impacts presque catastrophiques. Donc la première impression, c'est la Terre est puissante. La deuxième, je dirais, comme on ne voit pas les étoiles, on a l'impression qu'il n'y a rien d'autre. Il y a le Soleil et la Lune, la Terre est isolée. Il n'y a rien d'autre à proximité pour venir nous aider si on a un problème. Elle est évidemment finie parce qu'elle est ronde comme une grosse boule. Et comme on voyage très rapidement, en quelques minutes, entre le moment où j'ai mis mon premier regard par le hublot, j'étais dans le pont inférieur pour le décollage de mon premier vol. Et j'avais des choses à faire juste après l'arrêt des moteurs. 8 minutes et demie après le décollage, les moteurs sont éteints pour toujours. On est en orbite pour toujours, jusqu'à ce qu'on fasse quelque chose pour revenir. J'étais occupé, donc c'est seulement 20 minutes après que je suis monté. Et en quelques minutes, le paysage change complètement. On passe du jour à la nuit au jour, de l'hémisphère nord où c'est l'hiver, tout est blanc, à l'hémisphère sud en 45 minutes où tout est coloré, donc c'est l'été, on change de saison visuellement toutes les 45 minutes. L'Himalaya, les déserts, les forêts tropicales, les atolls turquoises de Polynésie, comme un kaléidoscope. Et c'est très beau. Et je pense que c'est beau parce que la Terre présente un visage très contrasté de couleurs, de relief, d'ombre, de phénomènes et de formes climatiques, de nuages, des ouragans par-ci, des cumulus par-là, par endroits pas de nuages du tout, des zones très minérales, ocre, sèches, des zones très humides, foncées, où on sent qu'il y a du vivant. Donc c'est cette richesse à la fois minérale et de la biosphère, les animaux, les plantes, le vivant, l'éclosion de phytoplancton qui donne toutes ces variétés de couleurs turquoises. Donc la Terre est belle, elle est finie, elle est isolée, elle est unique, il n'y a rien d'autre qui lui ressemble et il n'y a rien d'autre qu'on peut imaginer d'aussi beau. J'aime bien dire, c'est plus beau que le plus beau des tableaux qu'aurait pu peindre le plus grand des peintres de l'histoire de l'humanité. Et c'est la nature qui l'a fait. Et c'est émouvant au point qu'on en a des larmes aux yeux. Et on m'avait prévenu avant le vol, nous, notre promo, quand on arrive, une nouvelle promo d'astronautes, il y a un ancien qui nous reçoit à part dans un coin un peu en privé, dans les quartiers de quarantaine, pour nous parler de son expérience personnelle, privée, intime, des choses qui sortent pas. Il nous dit, vous savez, même si vous êtes le plus endurci des astronautes, ne soyez pas surpris à sentir des larmes perler dans le creux de vos yeux devant l'émotion que vous ressentirez à voir la Terre depuis l'espace. Et dans un troisième temps, après la sensation, l'émotion, c'est plus intellectuel, c'est quoi qu'on a devant nous? C'est un vaisseau spatial. Et on compare la Terre à un vaisseau spatial. Puis après, des questions spirituelles, philosophiques, qui a créé ça? Et pourquoi on trouve la Terre belle? Est-ce que c'est dans l'absolu où nous sommes programmés, nous, humains, habitants du vaisseau spatial Terre, pour la trouver belle? Est-ce qu'un alien qui viendrait d'ailleurs trouverait notre planète très belle? J'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse non plus sur la création. Certains collègues l'ont parce qu'ils ont la foi très fortement ancrée en eux. Mais j'en reviens à cette comparaison de la Terre à un vaisseau spatial et on cherche à faire les comparaisons et comment on la gère. Parce que nous, notre métier, c'est un métier d'opérateur. Le métier d'astronaute, c'est opérateur de machines complexes en environnement extrême, hostile. Et les machines complexes, c'est d'abord notre vaisseau. Après, c'est le scaphandre, tel appareillage scientifique, le bras robotique, tel satellite, mais c'est notre vaisseau. Et donc, on fait la comparaison. Mais l'overview effect, je pense que c'est la combinaison de l'effet sensoriel, émotionnel, intellectuel, spirituel. Le fait qu'on le vit ensemble, c'est déjà fort tout seul, mais le fait qu'on est côte à côte avec des collègues qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas la même éducation, pas la même façon de voir la vie ou les mêmes valeurs forcément culturelles, russes, américains, et on vit la même émotion. Donc c'est ça l'overview effect, c'est aussi le fait de le vivre à plusieurs. Et il y a cette composante de dynamique, le paysage change très vite parce que nous voyageons à 28 000 km/h autour de la Terre. Il y a une autre forme d'overview effect si vous la voyez de loin, mais il n'y a pas la sensation de vitesse, il n'y a pas le défilement, mais par contre il y a une globalité encore plus grande. La petite perle bleue perdue Voilà, dans l'espace. Le pale blue dot, ça nous pousse à des questionnements qu'on n'aurait jamais eu si on n'avait pas été astronaute dans l'espace, notamment sur notre condition d'humain.
et quel est mon rôle, quel est mon devoir, quels sont mes droits, mais surtout devoirs en tant qu'humain, après avoir eu cette expérience de voir la Terre de haut. Donc voilà, l'Overview Effect, c'est d'abord un champ de vue qui porte à 2500 km à la ronde, le contenu qui change très vite, qui en plus est beau à la fois de forme, de lignes de contraste, de couleurs, et qui abrite le vivant. Mais, sincèrement, la fragilité de la Terre est un peu un abus de langage. Moi, la première impression, c'est qu'elle est puissante, elle n'a pas besoin de nous et elle nous survivra. Mais c'est quand on regarde l'atmosphère sur sa tranche à l'horizon, c'est-à-dire que si on regarde verticalement, on voit à travers 50 km de gaz, l'atmosphère, l'azote et l'oxygène qui composent notre atmosphère. Et on la voit pas. On voit les nuages, donc on se dit, tiens, il y a quelque chose qui flotte au-dessus du sol. Mais quand on regarde à l'horizon, la limite qu'il y a entre ce qui est la Terre et ce qui est le cosmos, il y a une fine pellicule de gaz, qui est notre atmosphère. Et vue sur sa tranche, par le côté, comparé à la taille de la planète, on se rend compte que c'est un filet de gaz extrêmement mince. On se dit, waouh, quelle chance on a depuis des millions d'années, voire des milliards d'années que le vivant existe sur Terre, que cet équilibre extrêmement fragile entre une couche de gaz très mince, l'océan qui sert de régulateur et d'échange, permet le vivant d'être pérenne, de persister et d'évoluer. Donc moi, je reviens avec cette impression que la Terre est très belle, elle est puissante, elle abrite le vivant qui tient grâce à une couche de gaz extrêmement fine. Nous, la biosphère, ceux qui composons le vivant, les humains, les animaux, les végétaux et tout le vivant souterrain, microscopique, bactérien, les enzymes qui retraitent et recyclent tout dans l'humus de la Terre et bien sûr dans l'océan à une échelle encore plus grande, c'est cette biosphère qui est fragile. C'est comme ça que je le ressens. Dire que la planète est fragile, si moi ça sort de ma bouche, j'ai l'impression de me prendre un peu comme un égoïste anthropocentrique. C'est m'approprier la Terre c'est moi, elle est pour nous, la Terre c'est nous. Et c'est pas vrai. La Terre, il lui reste 4,5 milliards d'années à orbiter autour du Soleil, et au plus tard, et ce sera probablement avant, même si on est très sage à l'échelle de l'humanité en tant qu'humain, dans nos comportements, de toute façon un jour il y aura plus d'humains sur Terre, parce que le vivant ne sera plus possible, parce que le Soleil aura évolué en géante rouge et les températures ne permettront plus aux molécules organiques complexes de former des ADN et du vivant qui se reproduit, etc. Donc c'est pour ça d'ailleurs que depuis longtemps je dis ça vaut le coup d'explorer pour être prêt un jour, dans des milliers, voire dizaines, centaines de milliers d'années, être prêt à vivre ailleurs. Les dinosaures ont disparu parce qu'ils n'avaient pas de programme spatial, comme disait un écrivain, je crois Arthur Clarke, écrivain américain. Mais voilà, donc l'Overview Effect, c'est un effet très puissant et qu'on qualifie d'Overview parce qu'il est d'abord dû au fait qu'on bénéficie d'une vision globale. Il y a un effet global. Je voudrais revenir sur cette émotion dont vous parlez pour essayer de mieux la comprendre. Qu'est-ce qu'on vit exactement ? Quels sont des types d'émotions qui vous ont traversé à ce moment-là ? Alors, les émotions. La première émotion, c'est nous assistons à un spectacle que le corps humain, mon corps humain, n'a jamais vécu et qui se trouve être plutôt très agréable que désagréable. D'ailleurs, c'est une chose qui est fantastique, l'humain est bien fait, c'est qu'on se souvient plus facilement des expériences agréables que des expériences désagréables. Et on a beau avoir vu des photos, des films prises par des collègues ou même par des satellites automatiques, quand de vos propres yeux, vous voyez la Terre qui défile, c'est une impression puissante, à la fois presque de complexe de supériorité. On se sent Dieu momentanément, parce qu'on domine par le regard, par le champ de vue, on domine tout court, donc on se rapproche de Dieu. Et nous sommes au-dessus, au sens propre et figuré, de la Terre qui est là. Vous là,
vous êtes plaqué sur la planète, vous êtes rien du tout. Mais quelques minutes après, quand on réfléchit à notre propre condition d'être humain qui s'appelle Jean-François Clairvoy, dont la vie normale, c'est d'être dans cette ville, dans telle maison, avec ma famille, ma femme, mes enfants, à faire attention, à nettoyer, à faire la cuisine pour vivre, on se rend compte finalement, nous-mêmes qui sommes là-haut dans notre vaisseau, nous ne sommes rien du tout. Donc il y a un complexe de supériorité suivi immédiatement d'un complexe d'infériorité totale face aux puissances de l'univers, du cosmos, de cet infini vide de tout, parce qu'on voit pas les étoiles. Et ça crée de la peur, de la sérénité, non, du respect. Du respect. Voilà, c'est du respect de la planète, c'est de l'admiration de la nature, en premier la planète, mais la Terre, je veux dire le Soleil et la Lune, une admiration. Waouh, qu'est-ce que c'est magnifique. C'est ça la première impression. Ça rend un peu humble, si j'ai bien compris. Exactement. D'ailleurs, les premiers mots de Gagarine, c'est « je me sens bien ». Il est en train de monter, il voit pas encore tellement par le hublot. Il est pas encore en apesanteur ou il y a чувствую себя хорошо. Il veut rassurer tout le monde. Vous savez, aller dans l'espace, finalement, ça fait pas mal et je suis toujours capable de réfléchir et de sentir mon corps correctement et ça va bien. La deuxième impression, la deuxième chose sur laquelle il communique, c'est la vue de la Terre par les hublots, c'est magnifique. S'il avait dit c'est moche et je me sens mal, ça aurait cassé toute l'aura. Mais voilà, la première impression c'est qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est magnifique, c'est grandiose, ça nous dépasse. Qu'est-ce qu'on est petit à côté de cette grandiosité, cette majestuosité que la nature nous offre. Et dans un troisième temps, donc après le complexe de supériorité, d'infériorité, d'humilité, c'est comment perdurer, comment faire en sorte que tout le monde puisse vivre ça et comment le rendre pérenne et le partager. C'est quelle est la suite et quel est mon rôle en tant qu'ambassadeur de mon agence spatiale, de mon pays, de mon continent et de l'humanité. Et les astronautes se sentent tous le devoir de rendre compte de cette expérience. Mais nous ne devrions pas dire la Terre, la planète est fragile. Nous devrions dire la vie sur Terre est fragile. Et après, quand on réfléchit, on devrait la gérer comme un vaisseau spatial. Comment on fait pour gérer un vaisseau spatial ? On apprend d'abord comment il fonctionne. Dans un deuxième temps, on apprend à l'utiliser, ce qui n'est pas la même chose. Vous pouvez savoir comment fonctionne une voiture sans savoir conduire, ou savoir conduire sans savoir comment fonctionne une voiture. Donc nous, quand on s'entraîne, on commence par avoir des cours, par des instructeurs, qui nous expliquent comment on a conçu la navette spatiale et comment elle fonctionne. Après, dans le simulateur, on répète des phases de vol avec des procédures. Comment l'utiliser, comment faire face aux pannes, comment recycler, comment ne pas gaspiller. Et dans l'espace, les astronautes sont les champions de l'anti-gaspillage et du recyclage. Aujourd'hui, dans l'ISS, qui est habité depuis presque 20 ans en continu, on utilise exclusivement de l'énergie solaire. Et depuis aussi de nombreuses années, depuis plus de 15 ans, on recycle l'urine en eau potable, on améliore régulièrement le rendement, c'est presque 90% aujourd'hui qui est recyclé. Et cette eau potable est d'ailleurs en partie électrolysée, c'est-à-dire qu'on fait passer du courant électrique dedans. Et quand on fait passer du courant électrique dans l'eau, ça casse la molécule d'eau en oxygène et hydrogène. L'oxygène, on le relâche dans la cabine pour respirer. Et l'hydrogène, on le recombine avec le gaz carbonique de l'expiration pour refabriquer de l'eau potable. Et du méthane, avec lequel pour le moment on fait rien, mais un jour on fera quelque chose avec. Donc c'est cette idée que la Terre est comme un vaisseau avec des ressources finies au milieu de rien, et que donc c'est un système certes complexe et énorme, mais qui Exactement. Qui tient dans une boule. La Terre est un vaisseau spatial qui transporte le vivant, l'humanité, les animaux, les végétaux, enfin toute cette équipe, toute cette biosphère dans un voyage autour du Soleil, qui lui-même voyage dans un des bras de notre galaxie qu'on appelle la Voie lactée, elle-même dans l'amas de la Vierge dans lequel se trouve notre Voie lactée, qui elle-même est dans le super amas
alors je ne me souviens plus du nom du Superman. Donc la Terre est un vaisseau spatial et nous sommes membres d'équipage par opposition au terme de passager. Le passager, il n'est pas professionnel, il ne sait pas comment fonctionne un avion. Il attend que le personnel professionnel s'occupe de lui, le nourrisse, lui donne de temps en temps un verre à boire. Est-ce que justement on se comporte pas comme un passager? Voilà. Nous devrions tous nous comporter comme des membres d'équipage, c'est-à-dire avec une responsabilité dans la conduite du vaisseau spatial Terre. C'est-à-dire apprendre comment il fonctionne d'abord. Et ça, on le fait aujourd'hui avec des satellites principalement, puisque parmi la cinquantaine de paramètres définis par le GIEC, le groupe international d'études du climat, c'est un groupe d'experts scientifiques indépendants venant du monde entier qui prédisent le climat du mieux qu'ils peuvent. Alors en affinant un peu les incertitudes au fur et à mesure qu'ils arrivent à modéliser finement le fonctionnement du climat. Donc le climat est défini par une cinquantaine de paramètres. Plus de la moitié de ces paramètres ne reçoivent leur valeur, leurs données, qu'exclusivement de satellites. Donc l'espace est le premier pourvoyeur de données permettant de comprendre comment fonctionne le vaisseau spatial Terre, notamment l'échange entre l'atmosphère, l'océan, l'énergie solaire, pour essayer de modéliser ce qui va se passer selon la concentration de tel ou tel produit chimique, dont bien sûr les gaz à effet de serre, dont la vapeur d'eau, le méthane, mais aussi surtout le gaz carbonique. Je voudrais finir sur cet overview effect pour savoir si effectivement tous les astronautes reviennent avec un rapport au monde qui est un peu différent. Qu'est-ce qui change fondamentalement quand on revient? Ce qui change fondamentalement, c'est la prise de conscience, mais ferme, qu'on était sensible déjà à l'avance ou pas du tout, sur le fait que l'humanité doit faire attention. Voilà. On a conscience que la Terre est un vaisseau spatial. Et on en a d'autant plus conscience nous-mêmes que nous sommes spécialisés dans le fonctionnement de vaisseaux spatiaux. Nous sommes des pilotes de vaisseaux spatiaux, des gestionnaires de vaisseaux spatiaux. Et le fait de voir la Terre comme un vaisseau spatial nous fait prendre conscience de façon très directe et concrète ce que ça représente. Si vous dites à un artiste peintre, la Terre est un vaisseau spatial, bon oui alors. Donc il faut lui expliquer, il y a un travail de pédagogie. Depuis longtemps, depuis le début, quand on emploie un astronaute, je dirais depuis 30-40 ans, dans le contrat de travail, il est prévu qu'on doit consacrer 2 à 3 jours par mois en moyenne à des activités de relations publiques qui consistent à transmettre ou à répondre aux demandes du public, que ce soit des écoles, des élus, des organisations privées, publiques, ONG, fondations. On doit rendre compte de notre expérience. On doit leur raconter notre histoire, ce que nous avons vécu. C'est-à-dire les aider à se placer virtuellement, mentalement, eux-mêmes dans l'espace pour qu'ils puissent se représenter ce qu'est l'expérience d'être soi-même dans l'espace. Vous savez, la question qu'on pose le plus souvent aux astronautes, de loin, c'est « ça fait quoi d'être dans l'espace ? C'est comment dans l'espace ?» Les gens veulent savoir, si j'étais à votre place, mes yeux, mon corps, mon ouïe, mon odorat fonctionneraient comment ? Je ressentirais quoi ? Et c'est à cette question qu'on doit répondre en premier. Mais juste après cette question, c'est leur raconter l'overview effect et les sensibiliser sur le fait que lorsqu'on est dans l'espace, on voit que la Terre est finie. Et donc, on ne devrait pas consommer chaque jour plus que ce que la nature nous offre chaque jour. Et dans notre vaisseau spatial, c'est pareil. On n'a pas envie de manquer d'oxygène, d'eau, d'électricité avant la fin de la mission. Donc, nous faisons très attention. Et nous sommes entraînés à savoir gérer notre vaisseau spatial pour ne jamais manquer de ressources jusqu'à la fin de la mission. Et dans le cas de missions indéfinies comme la Station spatiale internationale, pouvoir dépendre le moins possible des ravitaillements depuis le sol. Parce qu'on sait que le jour où on ira beaucoup plus loin, quand je dis beaucoup plus loin, c'est des millions, dizaines, centaines de millions de kilomètres. Et pour beaucoup plus longtemps, ça veut dire pour 1 an, 2 ans sans revenir. Un peu comme les hivernages au début des explorations des pôles, notamment le pôle sud, où de toute façon, pendant plusieurs mois, quand c'est la nuit continue pendant plusieurs mois, il n'y a pas de liaison possible. C'est de l'isolement total physique. Il faut se débrouiller tout seul. Donc
eh bien, il faut apprendre à recycler. Il faut apprendre à gérer le vaisseau et soi-même, l'équipage, sur le plan psychologique aussi, par nous-mêmes, sans dépendre d'une aide du sol, par radio ou physiquement par des vaisseaux ravitailleurs. Je voudrais bifurquer un peu, avant de revenir sur la Terre, justement sur la problématique spatiale, pour comprendre où on en est aujourd'hui. Quels sont les enjeux de l'exploration de l'espace? On sait qu'il y a beaucoup ça fait pas mal de presse, la découverte de planètes hors système solaire. Il y en a plusieurs milliers maintenant, je crois. Il y a tout ce qui est de la connaissance pure, presque de la recherche fondamentale, avec des satellites qui sont tournés pour explorer le très loin et il y a très longtemps. Ça nous sert à quoi, en fait, cette exploration spatiale aujourd'hui, et quels sont, par rapport à tous les investissements et les efforts qui sont faits, où est-ce que sont centrés les efforts? Donc c'est bien de différencier, effectivement, dans les activités spatiales, il y a l'espace commercial, c'est un business, l'espace est une infrastructure, comme une antenne télé, comme un paquebot, et là c'est du business, les télécommunications, la météo, l'observation de la Terre, la navigation, ça c'est l'espace commercial. Maintenant vous parlez bien de l'exploration. Alors l'exploration se divise en deux branches, il y a l'exploration habitée et l'exploration par des satellites automatiques. Dans l'exploration par les satellites automatiques, quand je dis satellite, je veux dire par des sondes, il y en a de deux sortes. Il y a le système solaire avec des sondes qui vont sur place, observer sur place, in situ, comme on dit. Et puis, il y a les sondes qui regardent beaucoup plus loin, au-delà du système solaire, où on ne sait pas envoyer de sondes. Ce sont des télescopes, dans tous les gammes de fréquences. Rayons X, rayons gamma, ultraviolet, infrarouge, visible, micro-ondes. Comme Hubble Voilà, le télescope spatial Hubble, c'est un télescope qui observe dans le visible et proche, infrarouge, ultraviolet. Donc, vous voyez, il y a l'exploration lointaine, on observe. L'exploration dans notre système solaire avec des sondes qui tournent autour, Titan, Europe, Io, Jupiter, Saturne, Pluton, ou qui se posent parfois, comme sur Mars, comme sur le noyau d'une comète, dans laquelle l'Europe est expert numéro 1 au monde, puisqu'on a posé Philae avec une précision de l'ordre du mètre, sur le noyau d'une comète à 500 millions de kilomètres de la Terre. Mais il y a 15 ans, on a fait mieux. On a posé une sonde sur la plus grosse lune de Saturne à 1,4 milliard de kilomètres de la Terre, avec la sonde Huygens. Et les vols habités. Les vols habités ont cette caractéristique que il y a à bord des humains, donc ces vaisseaux doivent être équipés de ce qu'on appelle un système de support vie. C'est la différence fondamentale entre un vaisseau habité et non habité. Le système de support vie qui fournit l'oxygène, absorbe le gaz carbonique, régule la pression, la température, nourrit la moitié de la population, régule le cycle de l'humidité, de l'eau. Une Terre miniature en fait. Quoi. Voilà. Et qu'est-ce qui fait ça pour le vaisseau spatial Terre d'ailleurs? C'est l'océan. Moi, j'ai appris en étant astronaute, parce qu'on a des cours de géologie, d'océanographie, de vulcanologie, des cours de géographie pour comprendre ce qu'on va voir. Et c'est comme ça que j'ai appris qu'en fait, l'oxygène qu'on respire vient de la photosynthèse du phytoplancton en plus grande quantité que la photosynthèse des plantes et des forêts, qui sont très importantes aussi pour la biodiversité. Mais donc, l'exploration, je distingue bien le mot exploration du mot recherche. Pour moi, recherche, c'est un terme qu'on doit utiliser pour recherche d'une solution à un problème. Quand vous cherchez quelque chose, vous savez ce que vous cherchez. Quand on explore, on ne sait pas ce qu'on cherche. On va au sens propre de l'expression du capitaine Kirk dans Star Trek. On va là où on n'est jamais allé avec audace, pour voir ce qu'il y a. Vous savez, les missions du vaisseau Enterprise, du capitaine Kirk. Explorer de nouveaux mondes étranges, rechercher de nouvelles formes de vie, avec audace, aller là où on n'est jamais allé. C'est littéralement, mot à mot, ce que l'on fait dans les grandes agences spatiales mondiales, enfin l'ESA, la NASA, la JAXA japonaise, le CSA canadien, l'agence Roscosmos, l'agence spatiale russe, et très souvent en coopération internationale. L'exploration, je pense qu'il y a un bénéfice sur le plan géopolitique qui est extraordinaire, c'est un facteur de coopération internationale indépendant de tous les conflits géopolitiques et embargos, etc., qu'on connaît à la surface. Donc déjà, juste pour cette raison, il faut maintenir l'exploration. Parce que c'est un domaine dans lequel, à l'échelle de l'humanité, on travaille ensemble. Les Chinois ne sont pas encore dans les vols habités, mais dans le domaine de la coopération
dans le domaine inhabité, les Américains ont rendu service aux Chinois en relayant leurs données de la face cachée de la Lune, lorsque leur satellite n'était pas au-dessus, et réciproquement. Donc les Européens coopèrent aussi avec tout le monde. Dans les vols habités, un peu par paranoïa, les Américains refusent l'arrivée des Chinois dans la Station spatiale internationale, alors qu'ils l'ont demandé, que tout le monde était d'accord. Les Européens, Russes, Canadiens, mais les Américains pour le moment ne sont pas d'accord. Donc c'est pour ça que les Chinois ont leur propre programme. Mais l'exploration, c'est un facteur de travail à l'échelle de l'humanité pour une cause noble, la quête du savoir. Qu'est-ce qu'il y a? Et derrière, comment s'est formé le système solaire, la Terre, comment le vivant est apparu, d'où l'on vient, nous, humains, vivants, évolution ultime du vivant à ce jour, depuis les premières bactéries élémentaires apparues il y a 4 milliards d'années sur Terre. Où allons-nous? Pourquoi nous sommes là? Est-ce que la vie existe ailleurs? C'est quand même une question extraordinaire. Mais bien sûr, il faut le faire en dépensant des ressources raisonnables. Il faut le faire pour essayer d'inspirer les jeunes générations, les intéresser à des questions nobles et pas bassement matérialistes. On dépense dans le vol habité qu'1 euro par habitant par an en France. 1 euro par habitant. Juste du budget de l'État. Dans l'éducation nationale, c'est 1000 euros par an, par habitant. Vous voyez, 1 euro, c'est très raisonnable. Alors, quand on le fait à grande échelle et sur une longue durée, c'est vrai que ça représente des milliards. Mais c'est des milliards qui, ramenés, comparés à d'autres priorités, de la sécurité sociale, le chômage, l'éducation, restent très raisonnables, donc très, très acceptables. Quand on parle de planifier un voyage sur Mars, c'est dans cette même veine où il y a d'autres enjeux qui sont derrière, ou aussi... Je pense aussi à d'autres types dont on a entendu parler, d'extraction minière par exemple, des projets d'aller sur la Lune pour extraire des minerais. Je voudrais faire la distinction entre... Le space mining. Ouais, enfin, quels sont les enjeux qui sont en train d'émerger, qu'on risque dont on risque d'entendre parler dans les prochaines années autour de l'espace? J'ai l'impression qu'il y a aussi un renouveau à ce niveau-là avec l'arrivée de nouveaux acteurs Alors effectivement, privés. L'exploration a contribué à engendrer une idée de business commercial qu'on appelle le space mining. Exploitation sur des bases commerciales de ressources extraterrestres. Alors, au premier degré, on peut comprendre... C'est crédible, ces trucs-là. Après. Aller chercher de l'or ou du platine ou des terres rares ailleurs, quand ce sera plus rentable et plus écologique de le faire que de continuer à aller les chercher sur Terre, là où ça commence à devenir très, très anti-écologique de le faire. Mais ce sera probablement rentable un jour, pas à court terme. Est-ce que ce sera dans 50 ans ou 500 ans? Personne ne peut le prédire. Alors, il y a des organisations qui parient, par exemple le Luxembourg, a réservé 200 millions de dollars pour toute société, pour investir dans toute société qui vient s'implanter au Luxembourg pour développer les technologies du space mining. Le Luxembourg veut devenir la Silicon Valley du space mining, c'est-à-dire du business d'exploitation de ressources extraterrestres. Mais ce qui apparaît aujourd'hui de façon plus raisonnable, c'est que l'exploitation de ressources extraterrestres sera dans un premier temps, sur les décennies à venir, au service de l'exploration spatiale pour la bonne cause. Parce qu'on sait que... Pour aller plus loin. Pour aller plus loin vers Mars, vers des astéroïdes, ce sera plus intéressant d'extraire de l'oxygène, de l'eau, voire des éléments permettant de constituer du carburant au passage sur la Lune ou l'astéroïde, que de tout amener depuis la Terre. Ça, les calculs le montrent. Si on arrive à développer la façon d'extraire et de distribuer ces ressources qui permettent le vol habité ou même le vol inhabité pour le carburant, en prenant au passage depuis un corps à faible gravité comme la Lune plutôt que tout sur Terre, ça vaudra le coup. Donc les programmes qui travaillent autour de ces sujets-là sont des programmes déjà établis, et il y a déjà une ambition sérieuse, par exemple, d'aller sur Mars dans les prochaines années. Comment ? Alors, depuis des décennies, toutes les agences spatiales ont l'ambition d'amener un jour des humains sur Mars. Parce que c'est l'étape suivante. C'est l'ambition, c'est l'étape suivante. On sait ce qu'il faut faire pour être prêt un jour à le faire. On n'est pas prêt aujourd'hui, mais on sait quelle feuille de route on doit suivre pour être prêt à le faire un jour. L'intérêt étant l'exploration pure, comme... Voilà, l'exploration et
accélérer la réponse à la question est-ce que la vie existe ailleurs? Parce qu'on pense que plus on étudie Mars, et plus on a des raisons de penser que la vie a pu exister ou existe peut-être sous la surface, dans des endroits où il peut y avoir du milieu aqueux, parce qu'on sait que pour qu'il y ait du vivant, il faut de l'eau liquide longtemps, en présence de sources d'énergie et de matières carbonées, minérales, et Mars présente ces conditions-là. Et beaucoup d'autres corps célestes dans le système solaire, Europe, Ganymède, Encelade, Titan. Donc, et l'humain est efficace. Vous savez, lors de la mission Apollo 17, en 3 jours, les astronautes ont parcouru 30 km. Il a fallu 10 ans pour que les rovers américains Spirit et Opportunity parcourent à peu près la même distance sur Mars. Parce que ils n'ont pas l'initiative, la décision, la flexibilité d'un être humain. Mais cela dit, on enverra toujours des sondes automatiques en éclaireur pour voir où déjà. Quel est le meilleur endroit sur Mars où envoyer des humains? On n'a pas encore la réponse aujourd'hui. On commence à avoir une idée. Et puis après, quand il y aura des humains, en accompagnateur. Donc l'exploration spatiale, en termes de vol habité, l'étape ultime dans ce siècle, c'est Mars. Ma meilleure estimation honnête, connaissant les contraintes techniques, technologiques, budgétaires, politiques, au mieux dans les années 30, 35, 40, entre 35 et 40, on connaîtra les premiers humains ayant avoisiné Mars. À mon avis, ils ne se poseront pas. Le gap entre aller vers Mars, tourner autour et revenir, et aller vers Mars et se poser et remonter et revenir, est énorme. Parce qu'il faut redécoller. Parce qu'il faut redécoller et même il faut se poser déjà, et c'est difficile. Sur Mars, il règne 150 fois moins de pression qu'ici, c'est 7 ou 8 millibars. Donc on peut pas compter sur des parachutes. Il faut comme le module lunaire qui s'est posé sur la Lune, des rétrofusées assez puissantes qui compensent le poids d'un habitat. Alors si on parle d'un vaisseau habité, c'est typiquement 20 tonnes. Sur Mars, c'est ressenti qu'à peu près un tiers, ça fait de l'ordre de 7-8 tonnes. Mais il faut quand même des fusées qui poussent 7-8 tonnes, le temps de la descente en douceur, et puis tout ce qu'il faut sur place pour vivre. Donc et puis, il faut préparer l'humain. L'humain n'est pas prêt psychologiquement encore à ce type de voyage. Est-ce que c'est un voyage de 2-3 ans, ou même plus? C'est long, c'est loin. Pour la première fois, des humains ne verront plus la Terre, ne pourront plus converser avec la Terre, et pire que tout, ne pourront plus revenir en cas d'urgence tout de suite. Depuis 58 ans, lors du premier vol d'un humain dans l'espace, Yuri Gagarin, en 61, il y a toujours eu disponible à bord des vaisseaux, même de ceux qui sont allés autour de la Lune ou sur la Lune, le scénario de retour d'urgence tout de suite. Donc de la Lune, c'est 3 jours, de l'orbite basse, c'est une demi-journée maximum pour être de retour sur Terre. Mais ceux qui partiront vers Mars un jour, c'est une mentalité différente. Ils sont livrés à eux-mêmes. C'est pour ça que je milite pour que le premier voyage habité se fasse avec 2 vaisseaux, conçus par 2 consortiums industriels différents, pilotés par 2 coopérations internationales d'agences spatiales différentes, mais qui ont au moins en commun les fréquences radio et un système d'accostage, et qui part dans la même fenêtre de tir qui dure, c'est une période d'environ 2 semaines, la période idéale, tous les 2 ans et 2 mois pour partir vers Mars. Et ils pourront se sauver mutuellement, s'il faut. Je voudrais qu'on revienne sur la Terre et sur les océans, parce que vous êtes ambassadeur du réseau Océan Mondial, c'est bien ça, et parrain aussi, j'ai vu, d'une association polynésienne de préservation de l'environnement marin, donc c'est un vrai sujet, vous avez commencé à en parler. Quel est le lien justement? Comment on passe de l'océan à l'espace, et quel est le lien entre les deux Il y a plusieurs liens. Déjà, le lien le plus évident, quand on est dans l'espace, ce qu'on voit le plus souvent en regardant par le hublot, c'est l'océan. La planète bleue, oui. À part le moment où on traverse l'Afrique, ou la Sibérie, si on est sur une inclinaison d'orbite, c'est un peu technique, mais si l'orbite est très inclinée par rapport au plan d'équateur, parce que les vols habités sont en orbite basse, on est entre 300 et 600 km. 300, c'est le plus bas, c'est mon premier vol, par exemple, et les plus hautes altitudes, c'est Hubble, 600 km. Et selon l'altitude, on peut être sur des orbites plus ou moins inclinées. Si vous êtes sur une orbite qui survole que l'équateur, vous ne voyez que l'équateur. Donc que l'océan, Atlantique, Indien, Pacifique, et un gros chunk de terre quand vous traversez l'Afrique, et un tout petit peu quand vous survolez l'Amérique centrale. Donc l'océan, on ne voit que ça. Et c'est beau,
Parce que selon les courants, la température, la salinité, le reflet du soleil, il y a des méandres, il y a des couleurs, il y a des formes, il y a des lignes de contraste selon les températures, les nuages qui forment pas les mêmes formes géométriques. Et j'ai appris en étant astronaute, je vous disais, que l'océan est le principal pourvoyeur d'oxygène, le principal absorbeur du gaz carbonique. Avec le plancton notamment, c'est ça? Le plancton. Donc le premier à souffrir de l'excès de gaz carbonique, si on en met trop dans l'atmosphère, ce sera l'océan. Et qui aura deux effets. Un effet de réchauffement, donc l'effet second, c'est réchauffement de l'atmosphère, donc de l'océan, donc l'eau gonfle, donc elle monte. Ça parle aux gens, l'eau qui monte et qui fait que des villages vont devoir se délocaliser. Mais il y a un autre effet dont on parle moins, qui est un peu plus technique, chimique, c'est qu'il devient trop acide. Donc il y a toute une chaîne alimentaire qui disparaît, et l'océan qui nourrit la moitié de la population va créer des famines catastrophiques, parce qu'il n'y aura plus toute cette chaîne alimentaire disponible dans l'océan pour nourrir les... Ce qui est déjà en train de se passer avec les coraux qui Exactement. etc. Et dans mon premier vol qui était dédié à l'étude de l'atmosphère, nous avions une formation pour prendre les photos du blanchiment du corail qui était observé dans la grande barrière de corail d'Australie. Il y a des endroits où on observait du blanchiment. Donc déjà dans les années 90. Et puis il se repeuple. Alors il y a des coraux qui poussent plus ou moins vite, mais c'est le corail a un rôle fondamental dans l'équilibre de la chaîne du vivant dans l'océan. Donc voilà, j'ai été sensibilisé et j'ai bien compris que la protection des océans, elle commence à la source du petit ruisseau qui se verse dans la rivière, qui se verse dans le fleuve, qui se verse dans l'océan. Donc c'est pas protéger à partir des plages vers le large, c'est se soucier de ce qu'on met dans les rivières en amont. Donc et l'océan, c'est aussi un lieu dans lequel on s'entraîne. Je me suis entraîné dans l'eau pour répéter des phases d'exploration future de la Lune, par exemple. Pour tester un concept de simulateur de scaphandre d'exploration lunaire au large de Marseille, dans une crique des îles du Frioul, avec la COMEX, qui est spécialisée dans ce domaine. On m'a posé par 7 mètres de fond, dans un milieu qui ressemble un peu à celui qui est à la surface de la Lune, de la poussière très fine, du sable très fin et par moments des cailloux, pas de vase. On m'a rajouté des poids sur ma combinaison, sur mon scaphandre, pour que je pèse en apparence, comme si j'étais sur la Lune, une pesanteur apparente d'1/6 de mon poids terrestre normal. Et j'ai répété Apollo 11. Voilà, on a appelé cette mission Apollo 11 Under the Sea. Voilà, on a pris comme scénario pour vérifier le concept. Donc l'océan est aussi un milieu qu'on utilise pour calibrer les satellites. On utilise des bouées météo placées un peu partout pour calibrer la mesure que fait un satellite de l'océan à cet endroit précis où on a des capteurs qui mesurent la salinité, la température, la pression, la vitesse du vent, etc. Et c'est pour ça que je soutiens aussi le projet Sea Orbiter de Jacques Rougerie, qui est une sorte de bouée géante, verticale, qu'on laisse dériver naturellement dans les courants marins, qui n'existent pas encore, et dans lequel s'entraîneraient des astronautes, parce que il a conçu cet engin comme un vaisseau spatial, mais vertical, c'est comme un bateau océanographique vertical, qui se déplace avec le milieu, il ne se déplace pas dans le milieu, et on a une partie de l'équipage qui est en saturation sous la surface, et qui sert parfaitement d'analogue spatial pour entraîner des astronautes. Ils sont isolés, en milieu confiné, ils peuvent faire des sorties et revenir, etc. Est-ce qu'on comprend aujourd'hui, avec tous ces outils, de manière fine, la manière dont fonctionnent les océans et de la manière dont il peut évoluer, dont il va évoluer avec le changement climatique? On parle d'acidification, on parle de éventuellement changement des courants marins, de la fin du Gulf Stream, etc. Est-ce qu'on arrive à prévoir ça avec avec certitude, ou avec une marge d'erreur qui est encore extrêmement grande? Alors on sait pas. Finalement, on ne maîtrise pas le milieu, on ne connaît pas. Il y a toujours une incertitude dans l'avenir. La première inconnue, il y a deux règles fondamentales. À quel point on connaît le sujet dans l'univers. L'avenir est inconnu. Sinon, ce serait trop facile. Personne ne peut prédire précisément l'avenir. Comme disait Saint-Exupéry, l'avenir, il ne s'agit pas de le prédire, mais de le rendre possible déjà. Et l'autre inconnu, c'est que tout évolue. Rien ne reste pareil. Vous savez, quand tout va bien, la famille, la santé, le boulot, on aime bien se convaincre que pourvu que tout reste comme ça, tout va bien. Mais non, il faut être prêt au changement. Et c'est à ça qu'on est formaté d'ailleurs, nous astronautes.
Mais donc, les modèles mathématiques qui décrivent le climat ne font que s'affiner. Vous comparez les marges d'erreur d'aujourd'hui avec celles d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, le GIEC, aujourd'hui, montre des courbes qui ont des marges d'erreur qui s'affinent et qui démontrent aujourd'hui l'impact significatif, très conséquent, qu'a l'activité humaine industrielle, notamment avec l'utilisation d'énergie fossile, le pétrole, le gaz, le charbon, sur l'avenir du climat. Donc on sait aujourd'hui de combien évoluera la température de l'atmosphère moyenne en 2050 à quelques dixièmes de degrés près si on fait rien. Et on sait que si on fait telle et telle chose et qu'on arrive à rester en dessous de 2 degrés, donc ça c'est, je suis pas un spécialiste, mais de ce que je connais des rapports et de mes échanges avec les spécialistes, Hervé Letreut, Georges Jouzel, pour citer les Français qui sont spécialistes mondiaux, aujourd'hui le modèle est très affiné. Beaucoup moins... plus dans l'incertitude comme il y a 20 ans, on pouvait espérer que le scénario favorable, même sans rien changer, soit possible. On sait aujourd'hui que c'est pas le cas. Et on sait pour l'instant, on change pas la trajectoire aussi. Le dernier film qui m'a marqué sur l'espace était Interstellar, vous avez dû voir. De savoir ce que vous pensez de cette vision de l'avenir justement présentée par ce film, qui est qu'en gros les hommes sont condamnés à trouver une planète bis, enfin une espèce de terre vivable, parce que la Terre est devenue invivable ou bientôt invivable. On a la même chose dans Wall-E de Pixar un peu, où les humains ont dû quitter la Terre. Ça veut dire quoi? Qu'il faut continuer d'explorer l'espace parce que aussi peut-être nous serons incapables de préserver la Terre? Ou est-ce que c'est aussi complètement illusoire cette idée d'une planète B, d'une porte de sortie? Moi je pense qu'une planète B, c'est une option raisonnable à très long terme dans l'histoire de l'humanité, donc à l'échelle cosmologique presque. Mais c'est pas du tout une option à court terme. Quand je dis à court terme, c'est dans les siècles qui viennent. Donc, je dirais même au moins les siècles et peut-être les millénaires qui viennent. Mais à très long terme, pourquoi pas? Les lois de la physique ne l'interdisent pas. Les lois de la physique classique et de la physique de la relativité générale qui prévoit la possibilité de singularité pour passer dans un univers parallèle. Tout ça, c'est virtuel aujourd'hui, mais c'est pas interdit par les lois de la physique. Mais à court terme, en tout cas, nous, nos descendants, nos arrière petits-enfants, et je dirais arrière au moins 10 ou 20 fois petits-enfants, les siècles à venir, c'est hors de question. Nous sommes condamnés à trouver les solutions technologiques, gouvernance, économique, sociétale, pour nous en sortir. Donc dans Interstellar, la partie terre pourrie est crédible, la partie on va trouver une nouvelle terre ne l'est pas. C'est pas pour aujourd'hui. Mais ça soulève la question. Ça soulève les questions. Parce que finalement, dans le film, il la trouve pas la Terre. Et il trouve une solution qui est dans l'espace, mais en orbite terrestre. Mais je suis d'une nature optimiste, et je pense que parfois, si on est trop idiot, on attend d'être au pied du mur, et il y a quand même quelques catastrophes, des famines, des guerres, qu'on n'aura peut-être pas évitées. Si on n'est pas trop idiot, on l'évitera. Mais la priorité, c'est l'éducation. Si tous les enfants du monde sont éduqués à comprendre ce qui se passe, ils sauront faire ce qu'il faut, mieux que nous, parce qu'on est adultes et on est un peu têtus et on a pris de mauvaises habitudes. Comme le dit, donc ça c'est Gérard Fetzer par exemple, qui parle de l'attitude, l'éducation. Selon Bertrand Piccard, il faut trouver les technologies qui font que, même si on changeait peu nos habitudes, avec des technologies qui consomment très peu et qui ne dépendent plus des énergies fossiles, on règle une grosse partie du problème, notamment du réchauffement climatique. Et comme le dit Nicolas Hulot, c'est une partie, il faut changer de modèle économique, il faut changer l'économie de marché et la gouvernance. Alors, qu'est-ce qui vous rend optimiste justement par rapport à ce qu'on constate actuellement? Parce que ça, ce sont des portes de sortie entre guillemets, enfin des axes d'amélioration de la situation actuelle qu'on ne voit pour l'instant pas vraiment bouger. Est-ce que dans ce qu'on voit se passer, qu'est-ce qui vous fait Moi, ce qui me rend optimiste, c'est que les jeunes que je rencontre ou que j'entends à la télé, à la radio, ou même mes propres enfants, ils sont tous
beaucoup plus sensibles que les adultes. Donc, je compte sur eux pour faire dévier la trajectoire. Parce qu'ils ont cette conscience. Parce qu'on a su faire le travail d'éducation. En tout cas, dans les pays où les enfants ont accès à l'éducation. Donc, c'est ça qu'il faut régler dans les pays où ils n'ont pas accès à l'éducation. Il y a des pays où les enfants, ils se lèvent le matin en se demandant qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui. Donc eux, ils n'ont pas le temps d'apprendre ce qu'est l'exploration spatiale ou l'évolution du climat, etc. Mais il y a un effort à faire là-dessus. Donc la jeunesse est une des causes de mon optimisme. L'autre, c'est que je suis intimement convaincu, par nature, qu'il y a de la sagesse dans chaque être humain. Mais que parfois, elle ressort pas parce qu'il y a des blocages culturels ou de l'ignorance. Donc il faut aller la chercher au fond de soi-même. Et je suis d'une nature à penser que ce qu'il y a de bon et de sage au sein de chaque être humain, même le pire des terroristes, eh bien à un moment donné va ressortir. Quel serait le rôle justement d'un déclencheur émotionnel tel que vous l'avez vu avec les l'Overview Effect ou tel qu'essaie de le faire Jean-Pierre Gou dans cette accélération du changement? Est-ce que ça passe par le rationnel, par une prise de conscience de l'ordre justement de l'émotionnel? Comment on passe à l'échelle sur ces questions justement de changement de conscience et d'éducation? Alors, je pense qu'on est dans un monde aujourd'hui où l'émotionnel prend une part importante. Aujourd'hui, on touche les populations de différentes tranches d'âge beaucoup par le visuel, l'audiovisuel. Ce qu'il y a sur nos écrans, les tablettes, les téléphones, les télés. Donc des grands projets, mais quand je dis grand, c'est à grande échelle, qui vont toucher émotionnellement à grande échelle des populations et pas forcément réservées à une région ou un pays, mais à un continent ou même des personnes de cultures différentes. Il faut un langage universel, et le langage de la nature, le langage de l'espace, l'astronomie, c'est un langage, les mathématiques. Vous savez, les trois langages universels, ou alors il y en a deux. Il y a les mathématiques, et il y a la musique, et il y a l'espace, il y a les étoiles. Elles sont les mêmes pour tout le monde. Donc, il faut aider tous les humains à s'élever mentalement, intellectuellement, sensoriellement, pour qu'ils puissent être touchés par l'émotion d'un facteur commun à tous les humains. L'espace en est un. Il y a la musique. On pourrait imaginer des concerts géants où on joue la même musique partout dans le monde, une musique un peu spatiale. Mais alors, si la musique est associée à l'Overview Effect tel que Jean-Pierre Gou planifie de le rendre accessible à tout le monde, sans aucun investissement sur votre tablette, sur votre écran, vous pourrez accéder à cette expérience de l'Overview Effect, on peut y arriver. Donc ça, c'est ma spécialité, c'est pour ça que j'en parle. Je pense que l'espace, vu de la Terre, Overview Effect, mais aussi bien vu de l'univers, c'est fantastique l'univers. Vous amenez n'importe quel être humain au sommet d'une montagne, à haute altitude, l'été, quand l'air est sec, très clair, en lui expliquant les étoiles, la Voie lactée, il est bouleversé à vie. Il a compris quelque chose. Même s'il n'a pas compris les équations, les maths, il a compris que nous sommes une planète autour d'une étoile parmi 40 000 milliards de milliards, 22 zéros. Waouh! Est-ce que le problème ne vient pas du fait qu'on voit on voit plus beaucoup les étoiles finalement? Non, mais au quotidien, notre regard ne porte pas plus loin que quelques mètres ou dizaines de mètres. Dans les villes, c'est du béton ou du verre, ou parfois du métal, à quelques dizaines de mètres. Dans les campagnes, vous voyez à quelques kilomètres, la forêt, la colline, ça s'arrête là. Mais c'est vrai que depuis l'espace, il y a cette vision globale. Et quand vous avez accès à un ciel étoilé pur, plus vous êtes haut, moins il y a de scintillements. Depuis l'espace d'ailleurs, les étoiles ne scintillent pas du tout, donc on perçoit mieux leur couleur. Et là, vous avez accès à l'infini de l'univers. Et ça vous aide à vous élever. Et c'est ça qu'il faut faire, c'est aider les gens à élever leur capacité de raisonnement
et donc de contrôle de leur propre attitude et comportement en les éloignant de ce qui est bassement matériel et short distance, comme on dit en anglais. Enfin, voilà, prendre de la hauteur. Moi, je dis, depuis que je suis gamin, j'aime bien voir de haut et de loin. La hauteur pour englober plus large. Voilà. On arrive sur la fin. Les questions que je pose à tous mes invités, est-ce que vous avez 2-3 livres qui vous ont marqué et que vous conseillez de lire, soit pour comprendre le monde, soit pour mieux le vivre? Alors sur l'épopée spatiale, j'ai écrit avec un ami un livre qui s'appelle Histoire de la conquête spatiale. Tous les droits sont intégralement reversés à cette association de protection de l'océan en Polynésie française. Donc à ce jour, les droits cumulés sont autour de 20 000 €, c'est quand même pas mal. Donc ça a permis de générer des programmes avec des enfants. Je vous montre par exemple, voilà ce que ça a permis de réaliser. Toutes les œuvres de plusieurs dizaines de milliers d'enfants dans toute la Polynésie française sur des histoires, des dessins sur la protection des océans. Là maintenant, nos droits vont servir aussi à un projet en coopération avec la Fondation Albert II. Et c'est un livre qui se lit de 7 à 77 ans, qui à la fois éduque, émerveille parce qu'on parle de la Terre, vue de l'espace, de la pesanteur, et qui permet de comprendre que le destin de l'humanité, c'est de devenir plus sage. On devient plus sage quand on est plus connaissant. Et on est plus connaissant et savant quand on explore. Voilà, l'exploration permet de combattre l'ignorance et donc de s'éloigner de la tendance à vouloir faire les guerres, puisque les guerres naissent souvent de l'ignorance. Un autre livre à venir, très proche, que je conseille, donc il n'est pas encore sorti, il s'appelle Hopes, de Yannick Pongé, qui rassemble des dizaines, quelques centaines d'images de synthèse, d'images réelles de la Terre, retouchées pour faire ressembler ce paysage à ce qu'il pourra être dans 50 ans, dans 100 ans, selon le cas favorable ou le cas défavorable. Et ces images sont magnifiques, très détaillées, et sont accompagnées de centaines de textes écrits par des grandes personnalités du monde entier, des prix Nobel, des présidents, des artistes, des astronautes, des grands musiciens. Vangelis a accepté de composer la musique de ce livre. Voilà, Hopes, espoir. Voilà, ce livre va vous sensibiliser sur ce à quoi peut ressembler la Terre dans le futur et ce à quoi on veut qu'elle ressemble dans le futur. Et aujourd'hui, je suis convaincu qu'à l'échelle de l'humanité, grâce à nos enfants, nous sommes capables de faire ce qu'il faut pour que la Terre dans le futur soit comme on souhaite qu'elle devienne. Quand je dis la Terre, j'inclus la biosphère qu'elle abrite, les humains, les animaux, les plantes, tout ce qui nous entoure et qui est magnifique. Merci beaucoup Jean-François. Merci à vous Julien et à tous ceux qui nous écouteront. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. N'hésitez pas à découvrir les autres épisodes déjà publiés dans lesquels j'explore d'autres points de vue, d'autres clés de lecture sur les forces à l'œuvre qui feront le monde de demain. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre appli préférée pour être sûr de ne rien rater, et je vous invite aussi à laisser un commentaire ou un avis, 5 étoiles si possible, sur Apple Podcasts ou iTunes pour m'aider à rendre ce podcast visible. Vous pouvez retrouver cet épisode sur sismic.fr avec toutes les références citées, ainsi que d'autres liens pour continuer à creuser les sujets évoqués. C'est Sismic, c'est demain et ça bouge. À bientôt.